Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement qui portera sur un auteur très particulier. D'habitude, c'est bien la pensée d'un philosophe que j'aborde, et là j'ai décidé de changer momentanément de point de vue pour aborder un sophiste plutôt qu'un philosophe traditionnel, le célèbre Gorgias, contemporain de Socrate et de Platon. Donc là, je vais donner la parole à l'accusé, faites entrer l'accusé, un personnage réputé pour ne pas du tout chercher la vérité, mais justement, j'ai fait des recherches, et ce qui est intéressant à propos de Gorgias, c'est que ça reste quand même un penseur. Et ce qu'il a apporté comme contribution à la philosophie n'est d'ailleurs pas anodin. Il a écrit notamment un traité du non-être, et développer des thèses en théorie de la connaissance. Cela peut paraître curieux, le sophiste est pourtant l'ennemi par définition du philosophe. Et bien précisément, c'est justement la thèse à laquelle il parvient qui justifie son allégeance à la sophistique, puisqu'il pense que rien ne peut être dit et exprimé adéquatement dans le langage, ni même pensé avec exactitude, si on part du principe que le langage devrait servir à dire quelque chose d'absolument vrai. Nous sommes dans l'incapacité de démontrer par le biais du langage que ce qui est réellement. C'est la thèse qu'il affirme dans son traité du non-être, qu'on n'a pas réussi à conserver en totalité. C'est le sceptique Sextus Empiricus qui nous en donne quelques éléments. C'est un texte qui est quasi incompréhensible, donc si vous voulez aller le lire, il est dans le livre Les Présocratiques. Je vous souhaite bien du courage. Donc la vérité, en tout cas, s'il fallait en retenir quelque chose, c'est que ce n'est qu'un mot, ce n'est pas une essence ou une réalité, car si la vérité existait, eh bien, elle dépasserait tout mode d'expression ou de verbalisation à propos de celle-ci. C'est d'ailleurs assez connu que les sophistes partaient du principe que ça ne servait à rien de chercher la vérité, parce que si quelqu'un l'a trouvé, il n'a pas réussi en tout cas à l'exprimer clairement, et il est toujours l'objet de contradictions. Donc je simplifie à fond parce que le traité du non-être en question est quasi incompréhensible, en tout cas ce qu'il en reste. Il y a donc pour Gorgias une séparation marquée entre ce qui est, notre langage et notre pensée, qui sont les moyens par lesquels nous tentons en vain de saisir ce qui est, c'est-à-dire la vérité. Nous ne faisons qu'utiliser des mots pour désigner une chose ou une autre, et ces mots n'ont qu'une valeur formelle et conventionnelle. Notre pensée croit connaître certaines choses, mais en réalité, ce qu'elle exprime n'est qu'un ensemble de mots pour les désigner, un ensemble de signes, qui aurait tout aussi bien pu être autre. Donc Gorgias, quand même, il est en train ici d'anticiper des théories qui font du langage quelque chose de conventionnel, c'est-à-dire que les signes qu'on utilise sont finalement uniquement des conventions, on aurait pu en utiliser d'autres. Et d'ailleurs, ça prête le flanc à des contradictions, puisque des fois, quand on n'est pas d'accord, c'est qu'on se met pas d'accord justement sur le sens des mots, sur le sens qu'on devrait leur donner. Et donc, évidemment, c'est un obstacle pour essayer d'atteindre la vérité qui est important. Rien de plus normal donc que nous échouions à être d'accord sur divers sujets, et qu'il existe finalement, dans cette perspective sophistique, que des opinions relatives plutôt qu'une vérité qui soit une et absolue pour tous. Gorgias est ainsi bien un sophiste, en ce qu'il demeure persuadé qu'aucune vérité ne puisse être réellement atteinte et recherchée, car il n'est de toute façon pas possible de prouver qu'il existe une vérité et que celle-ci puisse être atteinte par le biais du langage, dont les signes ne sont que des artifices. Oui, parce que toute philosophie est construite à partir du langage, et si notre langage, de toute façon, ne nous permet jamais d'atteindre la vérité, dans ce cas-là, à quoi bon la chercher, À l'inverse de Platon, Gorgias affirme que le discours ne renvoie qu'à lui-même, il n'a pas la prétention de saisir une vérité immuable, et n'a pas comme objectif de cheminer vers le vrai. Puisque rien n'est de façon substantielle, puisque rien ne demeure
connaissable en tant que substance, en tant que quelque chose qui serait essentiel, fondamental, et qui mettrait tout le monde d'accord, et vu qu'il y a que des opinions, et que les mots que nous utilisons ne peuvent jamais prétendre se rapprocher d'une quelconque vérité, l'essentiel va donc être de travailler à développer la puissance de la parole et à peaufiner l'art rhétorique, puisqu'il n'y a que du discours et que celui-ci ne fait que contenir de l'opinion, autant révéler alors toute la force qui est la sienne, la force du discours. La rhétorique est alors perçue par Gorgias comme une arme redoutable qui permet d'exercer une manipulation de qui nous souhaitons. Elle est même décrite par ce dernier comme une forme de magie pure et simple. D'ailleurs, cette conception du discours comme d'une force surnaturelle hante parfois les expressions que nous utilisons. Dire par exemple « il fallait dire le mot magique », sous-entend qu'il y avait bien une condition à remplir pour nous faire agir de telle façon particulière, et cette condition était un simple mot. Alors, certes, c'est qu'une expression, mais Gorgias, cette expression-là, il la prendrait très au sérieux, comme on va le voir. Le texte où Gorgias développe à fond sa théorie sur le pouvoir de la rhétorique est l'éloge d'Hélène, et je m'appuierai ici sur les paragraphes 8 à 14 de sa première partie. Bien sûr, on retrouve déjà tout un développement sur le pouvoir de la rhétorique dans le Gorgias de Platon, et d'ailleurs ce qu'on y lit ressemble énormément au style et à la pensée du vrai Gorgias, donc on peut dire que Platon a été un très bon imitateur. On étudiera la façon d'ailleurs dont Platon s'en prend à la glorification de la rhétorique et à Gorgias une prochaine fois. Il faut d'abord donner la parole à l'accusé, comme je l'ai dit. Mais celui-ci aurait dit à l'époque, Gorgias, en prenant connaissance du dialogue de Platon, que Platon savait bien se moquer. Bon, voilà. Je suis pas sûr que ça l'ait tant affecté que ça, mais il a salué en tout cas l'imitation qui n'est pas très, on va dire, avantageuse. Bon. Je vais donc dès à présent vous faire découvrir ce texte, si jamais vous ne le connaissez pas, et qui est malheureusement le seul texte complet de Gorgias que l'on ait réussi à conserver. Il se nomme Éloge d'Hélène, car Gorgias a décidé de relever un challenge au plan rhétorique, faire l'éloge d'une personne que tout le monde blâme. Pour rappel, Hélène était censée être l'épouse du roi Ménélas, le roi de Sparte, mais celle-ci a trompé son mari et s'est laissée séduire par le jeune et beau Paris, qui est parti avec elle à Troie. D'où le commencement de la guerre de Troie qui sera narré dans l'Iliade de Homère, car Ménélas, n'appréciant guère cet affront, décidera de prendre la ville d'assaut en s'entourant des meilleurs guerriers de l'époque, Agamemnon et Ulysse notamment. Gorgias va donc user d'un discours que Aristote nommerait dans son ouvrage de rhétorique épidictique, c'est-à-dire que ça va être un type de discours qui va faire l'éloge d'une personne, ici une jeune personne, en cherchant à mettre en valeur des éléments qui peuvent la présenter sous un aspect qui ne soit plus blâmable. Là, le challenge, c'est qu'il y a une personne que tout accuse, qui est absolument blâmable, c'est Hélène, et donc il va s'agir de l'innocenter ou de s'en faire l'avocat. Alors, c'est un texte que pour ma part j'ai trouvé vraiment très intéressant et en même temps très discutable pour énormément de raisons. Donc là, je vais l'étudier avec vous, mais en même temps, je vais vous en transmettre un point de vue critique. Je vais pas être aussi neutre que d'autres fois. De toute façon, je ne peux pas rester neutre. Là, c'est impossible parce que c'est un texte qui est assez violent quand même, pour pas mal de raisons comme on va le voir, et notamment vis-à-vis de la philosophie. Donc, on va voir notamment que Hélène ne sera plus dépeinte comme un bourreau, puisqu'elle est quand même responsable d'avoir déclenché une guerre atroce et sanguinolente tout de même, mais comme une victime. Donc c'est vraiment ça que Gorgias va essayer de faire, mais toutefois ce qui va nous intéresser avant tout ici, avant d'en venir à la ligne de défense utilisée par Gorgias, c'est la façon dont celui-ci conçoit la rhétorique ainsi que les diverses fonctions qu'il lui attribue. L'éloge d'Hélène, c'est pas juste un challenge rhétorique qui va consister à défendre une personne qui n'est pas défendable, ça va surtout être en fait
un traité vraiment de rhétorique qui va nous parler de ses différentes fonctions, de sa puissance, de sa nature. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'éloge d'Hélène. Donc je cite Gorgias, « Le discours est un tyran très puissant, cet élément matériel d'une extrême petitesse et totalement invisible porte à leur plénitude les œuvres divines. Car la parole peut faire cesser la peur, dissiper le chagrin, exciter la joie, accroître la pitié. Comment ? Je vais vous le montrer. C'est à l'opinion des auditeurs qu'il me faut le montrer. Je considère que toute poésie n'est autre qu'un discours marqué par la mesure. Telle est ma définition. Par elle, les auditeurs sont envahis du frisson de la crainte, ou pénétrés de cette pitié qui arrache les larmes, ou de ce regret qui éveille la douleur. Lorsque sont évoqués les heurts et les malheurs que connaissent les autres dans leurs entreprises. Le discours provoque en l'âme une affection qui lui est propre. Mais ce n'est pas tout. Je dois maintenant passer à d'autres arguments. Les incantations enthousiastes nous procurent du plaisir par l'effet des paroles et chassent le chagrin. C'est que la force de l'incantation, dans l'âme, se mêle à l'opinion, la charme, la persuade et par sa magie, change ses dispositions. De la magie et de la sorcellerie sont nés deux arts qui produisent en l'âme les erreurs et en l'opinion les tromperies. » Fin de citation. Ici, on remarque que la comparaison que fait Gorgias avec le tyran est habile. Dire que le discours est un tyran très puissant revient à dire que c'est lui qui commande, de façon absolue, mais surtout que c'est lui qui commande contre la volonté des gens. Ce que Gorgias est en train de dire ici, c'est que le discours bien rodé vous permet de contrôler l'esprit d'une personne, vous permet d'en faire votre marionnette, d'en faire ce que vous voulez. Comment ? En contrôlant ses émotions. Ici, le discours a une fonction régulatrice à l'égard des émotions. Alors, évidemment, on pourrait prendre un exemple simple qui ne demande aucun talent. Si j'insulte quelqu'un ou que je rédige un pamphlet à son encontre, il est évident que ma parole va déterminer ses émotions et un comportement hostile à mon égard. Sauf si j'ai affaire à un grand stoïcien, évidemment. Mais dans ce cas, dans le cas de la séduction, qui est un cas déjà plus difficile à mettre en œuvre, où le but est d'arriver à conduire l'autre à réaliser un but qu'il n'aurait pas réalisé de lui-même initialement, là, on constate que le discours a le pouvoir de commander à l'autre ce que l'on aimerait qu'il fasse. Le séducteur, le donjon, qui séduit une femme, le but c'est qu'il arrive à faire avec la femme ce qu'il aimerait faire, et on suppose que la femme n'y est pas initialement ouverte. Donc le but, ça va être de la faire changer d'avis. C'est la séduction, c'est le fait d'amener l'autre là où on a envie qu'il aille et pas là où initialement il allait aller. Donc un discours rassurant calmera la peur s'il est bien exécuté. Un discours chaleureux ou flatteur donnera de la joie à la personne qui l'entend également. En contrôlant les émotions d'une personne, on contrôle ses actes à venir et on peut donc la placer sous notre emprise. Le discours agit donc sur l'autre comme une forme de magie, et les mots semblent ainsi être effectivement notre inépuisable source de magie. Ils peuvent guérir une blessure morale, tout comme amener l'autre à faire ce qu'il n'aurait même pas songé à faire initialement. Si on parle de magie, c'est que c'est justement pas une contrainte qui est d'ordre matériel, c'est bien quelque chose d'immatériel. C'est comme si on lançait un sort à quelqu'un, voyez. Il est possible, par exemple, si on a été quitté, d'utiliser le discours qui reviendrait à lancer des sorts pour que cette personne nous aime encore, voyez. Bon, voilà. Donc l'affection dans l'âme dont parle Gorgias va être l'effet du discours qui en est la cause. Pour chaque émotion que le rhéteur veut faire naître chez quelqu'un, il devra choisir le genre d'image ou d'argument qu'il voudra convoquer. Notre âme est sujette à l'erreur et nous développons en nous des opinions trompeuses, car nous agissons d'après des émotions qui sont elles-mêmes des produits d'un discours entendu juste avant. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi nous ne pouvons nous empêcher de nous faire avoir. Pourquoi nous tous, nous nous sommes déjà fait manipuler au moins une fois dans notre vie par quelqu'un qui voulait nous séduire à un instant donné,
car il attendait quelque chose de nous. La réponse se trouve dans l'extrait suivant, je cite « Nombreux sont ceux qui, sur nombre de sujets, ont convaincu et convainquent encore nombre de gens par la fiction du discours mensonger. Car si tous les hommes avaient en leur mémoire le déroulement de tout ce qui s'est passé, s'ils connaissaient tous les événements présents et à l'avance les événements futurs, le discours ne serait pas investi d'une telle puissance. Mais lorsque les gens n'ont pas la mémoire du passé, ni la vision du présent, ni la divination de l'avenir, il a toutes les facilités. C'est pourquoi la plupart du temps, la plupart des gens confient leur âme au conseil de l'opinion. Mais l'opinion est incertaine et instable, et précipite ceux qui en font usage dans les fortunes incertaines et instables. » Fin de citation. Ici, Gorgias explique bien pourquoi l'homme est si sujet à se fier aux opinions, incertaines par définition, et ne peut d'ailleurs que se laisser tenter par les discours qui auront un total contrôle sur son âme et sur ses actes. Il est dans un état d'ignorance vis-à-vis des trois temporalités qui sont celles auxquelles il se rapporte. Le passé, le présent et le futur. Concernant le passé, à l'échelle individuelle, il n'est pas possible de tout garder en mémoire, et sans doute que nous refaisons parfois certaines erreurs par oubli, mais au-delà de ça, il est impossible d'avoir en tête la totalité des événements constitutifs du passé de l'humanité, à une plus grande échelle. Seule une entité divine le pourrait. À l'échelle d'une cité, d'une nation, le peuple, de toute façon, ne connaît généralement pas, de façon très satisfaisante, l'histoire de son pays. Il aura même parfois tendance à se laisser séduire par un discours qui embellira l'histoire de ce dernier. Si un sophiste tient un discours mensonger qui embellira l'histoire du pays dans lequel vit le citoyen, en lui faisant croire que cette histoire est belle et exempte de défauts graves sur un plan moral, par exemple, le citoyen qui a une connaissance lacunaire du passé historique de son pays se laissera d'autant plus berner, et il sera plus facile pour le sophiste d'exalter en lui un sentiment patriotique et la fierté qui lui donnera envie d'aller à la guerre, par exemple. Voyez ? Donc ça, c'est un exemple très concret de ce que dit ici Gorgias pour illustrer en quoi, justement, par exemple, une méconnaissance du passé nous rendrait vulnérables à certains discours dans un certain contexte. Ensuite, concernant le présent, encore une fois, la masse peut avoir du mal à comprendre la nécessité de ce qui se joue présentement. Le peuple ne peut pas en avoir une vision très claire, il peut avoir du mal à analyser la situation concrète dans laquelle il se trouve, ce qui peut se déduire de façon logique d'ailleurs du fait de son ignorance concernant son passé, puisqu'un peuple qui ignore son histoire est amené à reproduire de toute façon les erreurs du passé et à mal comprendre ce qui se joue dans l'instant présent. Donc là encore, ne comprenant réellement le présent et ne possédant pas nécessairement les outils intellectuels pour l'analyser, il est plus facile de se laisser porter par des discours mensongers ou séduisants qui nous offriront une grille de lecture plutôt simpliste de celui-ci. Enfin, la temporalité future complète parfaitement l'argumentaire de Gorgias, car nous avons tous une peur naturelle de l'inconnu, et nous ne pouvons prédire avec précision de quoi sera fait notre avenir. C'est d'ailleurs pour cela que la divination, dans l'Antiquité et même encore parfois aujourd'hui, est si populaire. Elle tente de donner un aperçu de ce qui sera pour dissiper artificiellement l'inquiétude vis-à-vis de ce qui n'est pas encore. C'est pour ça que les gens vont voir Madame Irma au fond de la cartomancie. Peu importe si ça se passe pas vraiment comme ça par la suite, ils ont une impression de contrôle, au moins illusoire, vous voyez. Donc, un peuple qui ne sait pas de quoi demain sera fait, lorsqu'il observe l'inquiétante situation de son pays à l'heure actuelle, va être d'autant plus réceptif aux discours réconfortants, destinés à lui redonner de l'espoir, et il aura envie d'y croire si un homme politique lui vend du rêve dans son discours, s'il parvient à dissiper sa crainte de l'avenir. Précisément, le discours tirera sa force de l'impuissance humaine à ne pas être Dieu, à ne pas détenir de science infuse, à ne pas connaître parfaitement le passé, ni comprendre avec exactitude ce qui se joue dans l'instant présent, ni pouvoir anticiper avec une réelle précision le futur. Au plus l'homme ignore ce qui le précède, au plus il se méprend sur ce qui a lieu,
au plus il est dans l'incertitude quant à ce qui advient. Au plus il est vulnérable à la tromperie de l'opinion, qui le séduira lorsqu'il entendra le discours chargé de le manipuler. Plus loin, Gorgias développe 3 fonctions propres au discours, notamment celle qui consiste à faire adhérer à un scénario portant sur ce qui n'est pas encore. Il nous dit « Considérons en premier lieu les discours météorologues. En détruisant une opinion et en suscitant une autre à sa place, ils font apparaître aux yeux de l'opinion des choses incroyables et invisibles. » Fin de citation. L'anticipation de la météo n'étant pas une science aussi exacte à cette époque, on peut supposer que Gorgias considère que le discours peut effectivement faire apparaître par l'intermédiaire d'images fortes des choses réelles aux yeux des gens, alors même que ces choses ne sont pas et n'adviendront peut-être pas. Donc quand il parle des discours des météorologues, il faut comprendre de façon générale des discours qui portent sur ce qui n'est pas encore et qui sont chargés justement de présenter aux yeux des gens des choses qui ne sont pas. C'est-à-dire que là, il y a un grand pouvoir lié à l'imagination, au fait de réussir à convoquer l'imagination des personnes auxquelles on s'adresse pour qu'elles puissent se représenter ce qui n'est pas encore, ou ce qui adviendra peut-être ou qui n'adviendra peut-être pas. Donc le discours peut tirer effectivement profit de l'ignorance de l'avenir d'une foule pour lui mettre en tête qu'il se passera telle ou telle chose. Ensuite, Gorgias nous dit, en second lieu, c'est un genre dans lequel un seul discours peut tenir sous le charme et persuader une foule nombreuse, même s'il ne dit pas la vérité, pourvu qu'il ait été écrit avec art. Fin de citation. Il s'agit ici ni plus ni moins du discours semblable à ce que l'on retrouve en politique, où un orateur doit tenir sous le charme la foule qui aura envie de l'écouter jusqu'au bout et d'être d'accord avec celui-ci. Le but n'est bien évidemment pas de chercher la vérité, mais de convaincre les autres en face que nous détenons cette dernière. Il s'agit de promouvoir l'opinion et d'user de l'art de la sophistique pour lui donner une apparence de vérité. D'ailleurs, l'opinion bien argumentée passe pour vraie, voyez ? Donc le but va être de séduire la foule, de réussir à se faire aimer de celle-ci. On peut supposer que le sophiste dans ce cas recourra à la démagogie. La démagogie qui, je le rappelle, consiste à faire semblant de partager le point de vue des personnes auxquelles on s'adresse pour pouvoir les séduire et les ramener de notre côté. Ensuite, c'est un point décisif, Gorgias nous dit « En troisième lieu, considérons les discussions philosophiques. C'est un genre de discours dans lequel la vivacité de la pensée se montre capable de produire des retournements dans ce que croit l'opinion. Il existe une analogie entre la puissance du discours à l'égard de l'ordonnance de l'âme et l'ordonnance des drogues à l'égard de la nature du corps. De même que certaines drogues évacuent certaines humeurs et d'autres drogues d'autres humeurs, que les unes font cesser la maladie, les autres la vie. De même, il y a des discours qui affligent, d'autres qui enhardissent leurs auditeurs, et d'autres qui, avec l'aide maligne de persuasion, mettent l'âme dans la dépendance de leur drogue et de leur magie. » Fin de citation. Ici, on retrouve en germe la thèse que Platon fera tenir à Gorgias dans son dialogue du même nom, à savoir que la rhétorique n'est pas malfaisante en soi, et que si elle peut permettre de faire potentiellement le mal, elle peut apporter un grand soin aux gens également, en les aidant à se sentir mieux, ici. Donc l'analogie avec les drogues et les humeurs va dans ce sens. Si j'opte pour une mauvaise drogue et un mauvais traitement, je risque de tuer le patient, tandis que je le soignerai si je lui dis ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il a envie d'entendre étant la drogue adéquate et dont il est dépendant, s'il veut se relever des tourments qui l'assaillent. On retrouve toujours cette idée d'emprise totale du discours sur l'âme qui a lieu au point de faire de celui qui est manipulé un esclave du sophiste manipulateur. Le gros problème qui surgit dans ce passage, c'est l'assimilation de la discussion philosophique, puisqu'il en parle, à une branche de la sophistique, ou à la troisième fonction de cette dernière. Gorgias ne se contente pas de dire qu'aucune vérité n'existe ou qu'elle ne peut être atteinte, quand bien même elle existerait.
Il va jusqu'à tenter d'engloutir la philosophie et de la faire périr, en l'intégrant dans la rhétorique sophistique. La pensée qui retourne l'opinion dans ce qu'elle croyait penser initialement. Ce n'est ni plus ni moins que la maïeutique qui était développée par Socrate. En tout cas, ça y fait immédiatement penser. Socrate qui cherchait justement dans ce dialogue à faire accoucher d'une vérité son interlocuteur ou à lui faire mesurer son état d'ignorance réelle. Eh bien, Gorgias considère ici que la discussion philosophique n'a pas un but très différent de la rhétorique des sophistes. En réalité, c'est même une partie de cette rhétorique sophistique. C'est un art du débat qui consiste purement et simplement à changer une opinion par une autre en contre-argumentant face à une position que nous jugeons fausse et erronée par rapport à notre propre conception. Autrement dit, Gorgias intègre un instant la philosophie dans la sophistique, et en faisant ça, il lui porte un coup, il risque de lui porter un coup mortel, car elle ne consisterait en rien d'autre qu'à remplacer une opinion par une autre, en amenant l'autre à la contradiction. Quand je lis un philosophe ou quand je discute avec une personne, avec une certaine réflexion philosophique, je ne sors pas nécessairement grandi du débat, même si je change d'avis. À la limite, j'ai simplement changé d'avis, mais justement, je ne me suis pas rapproché davantage de la vérité pour autant. J'ai changé d'avis, et changer d'avis, ça veut pas dire se rapprocher nécessairement de la vérité. Donc ces quelques lignes sont sans doute parmi les plus dangereuses et les plus mortelles qui n'aient été écrites à l'égard de la philosophie. C'est autrement plus intelligent que de dire « ne sert à rien », car Gorgias use de la réflexion, justement, il use de la réflexion sur la nature du discours et de la rhétorique pour rabaisser la philosophie au titre d'activité qui consiste à faire primer une opinion sur une autre. Sachant que si Gorgias a raison, alors Socrate est aussi bien un philosophe qu'un sophiste, et tous les philosophes seraient simplement des sophistes qui s'ignorent. La barrière que Platon et Aristote ont si ardemment construite pour venir à bout des sophistes et ne pas être mélangés avec eux, et pour pouvoir justement les combattre, volerait alors en éclats. Oui, mais il y a un mais. Il ne faut pas oublier que le sophiste est un manipulateur puissant. Et nous allons voir précisément que ce texte n'est pas seulement une réflexion sur le pouvoir du discours, qui vise à rendre vaine toute recherche du vrai et à considérer l'impuissance des hommes sujets à la manipulation. Ce texte est aussi une éloge d'un personnage très controversé, et nous allons voir à présent en quoi l'analyse philosophique peut venir à bout de la sophistique. Un sophiste, au sommet de son art, rappelons-le, c'est typiquement celui qui parvient à vous persuader que vous avez besoin d'un grille-pain alors même que le pain grillé n'est pas une chose qui vous plaît particulièrement. Dès lors, qu'en est-il de cette garce d'Hélène qui a suivi Paris, trompé son mari, trahi sa cité et entraîné une guerre terrible ? On ne peut quand même pas défendre une personne pareille. Eh bien, Gorgias y parvient, et il procède ainsi en nous disant, je cite, « Dès lors, quelle raison empêche qu'Hélène aussi tomber sous le charme d'un hymne à cet âge où elle quittait la jeunesse ? Ce serait comme si elle avait été enlevée et violentée, car le discours persuasif a contraint l'âme qui l'a persuadée, tant à croire au discours qu'à acquiescer aux actes qu'elle a commis. C'est donc l'auteur de la persuasion, en tant qu'il est cause de contrainte, qui est coupable. Mais l'âme qui a subi la persuasion a subi la contrainte du discours. Aussi est-ce sans fondement qu'on l'accuse. Que la persuasion, en s'ajoutant au discours, arrive à imprimer jusque dans l'âme tout ce qu'elle désire, il faut en prendre conscience. » Fin de citation. Je ne sais pas si vous me croirez, mais j'ai fait un petit test avec des élèves récemment. Je travaillais sur ce texte avec eux, et je leur ai demandé qui était convaincu dans la classe par l'argumentaire de Gorgias pour défendre Hélène. J'ai bien précisé qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse et je n'ai rien fait pour influencer leur choix. Eh ben, j'ai eu la quasi-totalité de la classe qui a voté en faveur des arguments de Gorgias.
Ce qui prouve que, comme il le disait au début du texte, le discours est un tyran puissant. Non seulement Gorgias vous explique en quoi le discours exerce une force de persuasion intense sur votre âme, et il en rend compte en insistant sur l'ignorance présente chez l'homme qui alimente cette force, mais en plus, il vous le prouve en vous utilisant en exemple de ce qu'il avance. C'est ça qui est fort. En usant directement dans le texte, même d'un argumentaire sophistique, pour vous faire prendre Hélène pour une victime. Non seulement il vante la puissance du discours, mais en fait, il va exercer cette puissance-là dans le texte, voyez ? C'est-à-dire que non seulement il dit en quoi le discours est puissant, mais en plus, il cherche à vous manipuler juste après pour bien montrer par l'exemple ce qu'il avance. Donc bon, ce texte est assez prodigieux de ce point de vue-là. Donc en effet, celle-ci, Hélène, est décrite comme vulnérable du fait de sa jeunesse, du fait qu'elle puisse être influençable, et la faute est donc exclusivement attribuée à Paris, car c'est lui qui a usé de la séduction du discours pour l'entraîner avec lui. Autrement dit, le seul responsable dans cette histoire, c'est Paris qui a manipulé Hélène. D'ailleurs, Gorgias y va fort, car il va jusqu'à dire que c'est comme si elle avait été enlevée et violentée, tellement son discours était puissant. Et d'ailleurs, il va même dire que elle a subi une contrainte dans son âme, d'accord, pas physique, il l'a pas attrapé, mais enfin une contrainte quand même. Autrement dit, Paris, c'est une sorte de violeur. Il n'a pas respecté le consentement d'Hélène, qui s'est vue forcée à le suivre, tant elle était sous l'emprise de ses flatteries, de sa séduction. C'est très exactement ce que Gorgias est en train de nous faire avaler. Et quand je dis que c'est un violeur, je n'exagère pas. Si on reprend son argumentaire, on voit bien que Gorgias met sur un même plan la force physique et la force de la persuasion en un sens verbal à partir du résultat final. C'est exactement la même chose. Et en fait, que Paris ait attrapé Hélène par le bras, qu'il l'ait embarqué de force ou qu'il lui ait fait un beau discours enjôleur, etc., c'est de toute façon, dans les deux cas, elle n'était pas plus libre. Donc, sauf que si on se fie maintenant à un travail d'analyse philosophique, qu'on a un tout petit peu commencé à esquisser en reprenant l'argumentaire de Gorgias, on constate que quelque chose ne va pas. On constate dès lors que son argumentaire contient une pétition de principe. Pétition dont il va ensuite faire découler tout le reste et nous forcer à admettre que Hélène est innocente et que seul Paris est coupable. La pétition de principe, c'est que nulle personne ne peut décider s'il souhaite se laisser séduire ou non par de belles paroles, c'est-à-dire soit vous êtes séduit, soit vous l'êtes pas, mais vous pouvez pas choisir de vous laisser séduire ou pas, bon déjà, mais plus encore il s'agit de celle selon laquelle nous ne possédons aucune volonté qui nous soit propre et ou aucun libre arbitre, tout simplement. Il suffit que quelqu'un déverrouille le cadenas qui est dans notre cerveau, il peut nous faire tout ce qu'il veut. De plus, si vous êtes jeune, vous serez d'autant plus amené à lui obéir sous le seul prétexte qu'il a su trouver les mots pour vous plaire. Ce que je suis en train d'aborder ici est central car la notion de consentement est délicate. Or, on voit bien que Gorgias, ici, fait de Hélène une simple chose qui ne fait que réagir mécaniquement à ses passions, et plus précisément à celle que Paris a contribué à faire naître en elle. De fait, Gorgias prive d'emblée, dans son raisonnement sophistique, Hélène de toute forme de volonté par laquelle elle aurait librement donné son consentement, vous voyez. Elle est sujette à ses passions d'un instant et ne peut nullement discerner le bien du mal, ni décider si elle veut suivre ou non Paris et mettre en danger de nombreuses personnes. Tout du moins, elle doit sans doute s'imaginer qu'elle agit librement, mais on voit bien qu'elle est sous emprise dans cet argumentaire. Donc, ainsi, si l'on admet comme pétition de principe que Hélène est une sorte d'automate sous l'emprise de ses passions, et qu'il suffit d'en créer de nouvelles pour lui faire ce que l'on veut, et que donc par conséquent la responsabilité morale n'existe pas, ce qui est logique, ça se tient. Mais rien ne nous force à l'admettre, vous voyez. Faut quand même admettre un certain nombre de choses pour que ça tienne. De fait, si Hélène est bien une personne humaine,
et possède une volonté propre, il ne va pas de soi qu'elle soit excusable, et ce peu importe son âge, d'avoir créé de si grands mots. Par conséquent, la discussion philosophique n'est pas un simple art du débat, visant à remplacer éventuellement une opinion par une autre, elle est avant tout une discipline qui consiste à chercher le vrai, et même s'il semble difficile de l'atteindre, le discours philosophique doit pouvoir percer à jour les sophismes pour tenter de persévérer dans la recherche de la vérité. Il est donc possible d'user de la philosophie comme arme face à la manipulation grâce à un travail d'analyse logique d'un discours afin de contre-argumenter en faisant apparaître les failles d'une thèse adverse. Chose que nous pensons avoir fait ici en l'occurrence avec cet exemple de Gorgias. Une opinion qui contredit une opinion précédente et en vient à bout est potentiellement une simple opinion, certes, mais il se pourrait bien qu'elle soit par conséquent plus juste et plus solide que la précédente. En l'occurrence ici, il s'agit de réaffirmer que la vérité existe et que nous ne sommes pas de simples machines condamnées à céder aux mensonges et aux tromperies des discours du fait de notre ignorance ou de notre dimension passionnelle. Influencer ou manipuler n'est pas contraindre et ne supprime nullement notre discernement. Les sophistes, tels que Gorgias, pensent le contraire. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. J'ai trouvé ce texte très intéressant et très stimulant pour ma part. Merci pour votre fidélité si vous êtes déjà abonné, et je vous dis à une prochaine fois.